Alors, mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour. J'espère que vous portez bien. Émission spéciale réflexion sur le racisme et l'identité avec le docteur Batremi Tano. Le thème général, c'est donc déconstruire donc les races, repenser donc les mots, reconstruire l'humain. C'est un sujet donc très intéressant. Alors, chers auditeurs qui nous suivent dans les quatre coins du monde, dans un monde encore marqué par donc, des héritages coloniaux, les tensions raciales et l'injustice structurelle, une voix intellectuelle s'élève pour questionner donc les mots que nous utilisons, les catégories que nous héritons et même les regards que nous portons donc sur les uns et les autres. Docteur Batrimitano, philosophe et chercheur donc, en sciences sociales, propose donc dans son test une lecture, une relecture, j'allais dire, audacieuse de la notion race, appelant donc à une redéfinition qui brise donc les chaînes du mépris et restaure donc la dignité. Nous l'accueillons donc aujourd'hui pour une conversation donc profonde et sans tabou. Disons, quatre questions que nous allons avoir avec notre invité. Alors, la première question, c'est donc un monde construit sur le racisme. C'est la question que nous nous posons. Donc, docteur Tano, vous partez donc d'un constat fort. L'ordre mondial est fondé donc sur des rapports donc de domination raciale hérités donc de l'esclavage et de la colonisation et même des guerres mondiales. Selon vous, ces rapports sont-ils toujours actifs aujourd'hui ou bien nous avons donc changé donc d'époque? Bonjour Roger, bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers auditeurs. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Et pour sacrifier à une certaine tradition, je dis grand merci à Roger pour l'opportunité qu'il nous offre de nous exprimer sur certaines questions sensibles. Alors, cher Roger, je me soumets ce matin à un autre exercice, à vos questions. Et la première peut se traduire de la façon suivante. Est-ce que aujourd'hui encore, le monde actuel est construit ou reste construit sur la base d'une certaine pratique raciste entre les peuples? Je peux traduire, si vous le permettez, votre question de la façon suivante, de la façon dont je viens de la reformuler. Alors, d'entrée, j'aimerais préciser certaines choses. Le racisme est une arme. Le racisme, c'est l'art de hiérarchiser des peuples. C'est la manière dont on nie la dignité à une personne par rapport à son appartenance à une ethnie et par rapport à la couleur de sa peau. Quelle différence avec la xénophobie? La xénophobie est aussi la façon de nier la dignité à une personne étrangère, une personne qui est extérieure à votre espace de vie, à votre territoire, pour parler un peu des nations, à votre territoire, juste pour protéger vos ressources, juste pour vous-même protéger votre propre dignité. On peut alors dire que de la façon dont on peut nier la dignité d'une personne pour protéger ses ressources, on peut aussi nier la dignité d'une personne
parce qu'elle ne nous ressemble pas. Parce que nous nous croyons supérieurs à cette personne. Et le racisme, donc, a été dirigé vers certains peuples. Les Noirs ne sont pas les seuls peuples vers lesquels le racisme a été dirigé pour gouverner le monde. Parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Un certain peuple maintient l'ordre des choses et affûte ses armes pour maintenir l'ordre mondial de domination. Et le racisme fait partie de ces armes pour maintenir cet ordre de domination dans le monde. Ce peuple-là, ce sont les Occidentaux. Mais ils n'ont pas été les premiers à pratiquer ce type de différenciation à tel point qu'ils ont été amenés à soumettre certains peuples. Ils n'ont pas été les premiers à faire ce type de pratique. Les Arabes aussi, envers les Noirs, ont pratiqué l'esclavage entre le 7e siècle et le 10e siècle de notre ère. Il y a eu, après eux, les Occidentaux qui ont structuré aussi leur domination depuis l'invasion dans l'Égypte antique sous domination de la République romaine jusqu'au XVe siècle où ils ont instauré la traite négrière et au XIXe siècle la colonisation de l'Afrique noire et jusqu'aux indépendances respectives des pays africains où ils ont aussi instauré le néocolonialisme jusqu'à de nos jours. Les Noirs victimes du racisme sont légion dans le monde. Mais je le disais tantôt, il n'y a pas eu que les Noirs. Il y a eu entre 1939 et 1945 une pratique génocidaire initiée par l'Allemagne nazie contre les Juifs. Mais ce type de pratique a été beaucoup plus orienté et a fait beaucoup plus de mots contre le peuple noir qu'on en vient même à oublier ce qui se passe ailleurs. L'ordre mondial est toujours maintenu par les Occidentaux, les impérialistes, sous la pratique du racisme, de sorte que nous sommes arrivés, nous Noirs sommes arrivés à intérioriser notre infériorité. Si vous échangez avec de grands intellectuels autour de vous, vous remarquerez sur une dizaine d'intellectuels, au moins 6 à 7 qui ont intériorisé et qui ne cherchent pas à ressortir, parce que c'est là aussi la différence. C'est là aussi, j'allais dire, le courage. On peut être conscient qu'on est malade et on veut en ressortir.
c'est un grand effort que de reconnaître qu'on est malade et qu'on veut en ressortir. On peut être malade et ne pas être conscient. C'est de l'ignorance. On ne sait pas qu'on est malade. Et puis, on peut être malade, être conscient qu'on est malade, mais on refuse d'en ressortir. Là, c'est là l'ignominie de l'être humain, du noir que nous sommes, qui a été matérialisé, qui a été malmené et qui a intériorisé la chose comme une logique de vie, comme une perspective. Alors que nous avons de la ressource et qu'au niveau de ces ressources dites endogènes, nous avons la possibilité de nous déterminer ou de nous autodéterminer par rapport aux autres peuples. Nous n'avons pas été toujours en griffe nulle, comme on voudrait le faire croire. Nous ne sommes pas des êtres inférieurs. Nous avons été, je rappelle, auteurs d'une civilisation ancienne et beaucoup plus ancienne que la civilisation actuelle, de sorte que parmi nous, des chercheurs tels que Cheikh Anta Diop, tels que Motoundé, Jean-Philippe, paix à son âme, ont avancé que la civilisation bâtie par les Noirs 5000 ans avant Jésus-Christ était celle qui conditionne ou qui a fait naître la civilisation dite occidentale que nous connaissons aujourd'hui. Donc, les Noirs doivent le savoir. Les Noirs doivent connaître leur histoire. Ils doivent s'en approprier. Les Noirs sont aussi intelligents que les Blancs, les Jaunes et les Rouges. Ils doivent savoir que le racisme est une arme et cette arme est manipulée par le grand groupe ethnique, les Sémites, ceux qui ont la peau blanche, juste pour nous maintenir dans un ordre mondial qu'ils veulent toujours contrôler. Et nous devons en ressortir. Si un peu, Roger, ce que je pourrais dire là-dessus avec beaucoup d'émotion. Merci. Merci beaucoup. Donc, la deuxième question, pourquoi repenser donc les mots? Donc, la question, votre texte propose donc d'abandonner donc des notions comme race noire ou négroïde pour donc des néologismes, j'allais dire, comme mélanoïde. Pourquoi, si vous voulez, hein, cette insistance sur le mot? Pensez-vous hein, que renommer peut vraiment hein, changer donc les mentalités ou inverser donc les rapports de domination? Alors, Roger, la seconde question était de savoir, par le biais du texte que je vous envoyais, de savoir pourquoi est-ce que je voudrais ou je souhaiterais qu'on remplace un certain nombre de terminologies, de concepts qui, à mon sens, non déprécient, à mon sens, participent à l'assujettissement de l'homme noir, parce qu'il s'agit de cela. Il s'agit de ces personnes qui ont été victimes de la traite négrière entre le 15e et le 19e siècle, qui ont été victimes de la colonisation. D'autres peuples ont été colonisés.
Ça, il faut le rappeler, la colonisation n'est pas seulement propre aux États noirs ou au peuple noir, même en Europe, il y a eu beaucoup de peuples qui ont été colonisés. En Europe aussi, ces mouvements ont connu un essor dans l'Antiquité, c'est où Rome, la grande Rome, colonisait un peu partout. Et on a vu même récemment aussi au XXe siècle où Adolf Hitler, à la tête du grand État nazi, a colonisé des territoires à travers l'Europe. La grande France, même, on pourrait le dire, a été colonisée quand même pendant un moment par la grande Allemagne. Mais ce qu'a subi le peuple, noir est vraiment au-delà des espérances, au-delà pour parler ironiquement. Mais sinon, ça a été vraiment un grand moment d'assujettissement, de mépris de la dignité humaine. Déjà avec les Arabes, nous avons connu les pires atrocités. Il y avait aujourd'hui, l'implantation de l'islam n'est pas un hasard. Il fallait que nos ancêtres se convertissent à l'islam pour que on les laisse en paix, pour dire tout simplement. Une fois intégrés à cette civilisation arabo-musulmane, vous étiez affranchis en tant qu'esclaves. Mais les Arabes sont allés jusqu'à castrer le genre masculin qu'on exploitait comme esclaves en pays arabe. Mais tout cela parce que nos peuples, les peuples noirs, à l'origine, sont des peuples accueillants et qui ont laissé filtrer un certain nombre d'informations parce que ceux qui étaient venus en griffe, en amis, pour la plupart, étaient des espions. Et donc, on peut permettre d'étudier les forces et les faiblesses des peuples noirs et ensuite organiser des attaques et tout naturellement les ont attaqués. En ont fait des prisonniers, des esclaves. C'est vrai, on dira, mais est-ce que entre vous, Africains, il n'y avait pas d'esclaves? Si, pour être honnête, il y avait des esclaves entre nous, Africains. Mais connaissant le peuple africain, les esclaves finissaient par être intégrés dans nos sociétés. C'étaient des captifs de guerre. Parce que tous les peuples ont été conquérants. Sauf que l'Africain noir n'est pas allé conquérir d'autres territoires en dehors du continent africain. Donc nous sommes restés entre nous ici parce que nous avons les ressources nécessaires à notre survie et à notre vie au quotidien. Les Européens, en général, n'ont pas autant de ressources que nous avons. Nous avons des ressources presque inépuisables. Les Européens, les rares ressources qu'ils ont, ils l'ont pratiquement épuisé.
ils l'ont pratiquement épuisé. Ils n'en ont même plus. Donc, il ne reste que le continent africain en termes de ressources, en termes de ressources naturelles, de ressources minières. On peut considérer que l'Afrique est une puissance mondiale. Quoique ces ressources naturelles, ces ressources minières sont sous-exploitées. Et d'ailleurs, la seule possibilité d'exploitation jusque-là a été celle euh, euh, qui a été faite par les Occidentaux en Afrique. Après nous, il n'y a qu'une partie de l'Asie occupée par la Russie qui est à cheval entre l'Asie et l'Europe. Donc voici un peu la grande bénédiction qui profite aux Noirs sur le continent, mais paradoxalement, les Noirs africains sont les plus pauvres, sont les plus sujets au racisme, juste pour les maintenir sous domination. Alors, tout a été inventé pour nous soumettre, pour que nous intériorisions notre infériorité, une certaine infériorité. Alors, des concepts comme nègre ou négroïde signifient tout simplement esclave, signifie tout simplement un être inférieur. C'est des concepts apparus au XVIIIe siècle. Que correspond le XVIIIe siècle dans l'histoire du monde? Pour le noir, on était en pleine période de la traite négrière. Donc nègre signifie être inférieur, être esclave ou esclavagisé. Certains auteurs, je citais tout à l'heure Cheikh Anta Diop, qui est une référence, ont cru bon de réutiliser ou en tout cas d'exploiter ces concepts-là pour indiquer, pour circonscrire leur sujet à l'époque où ils traitaient aussi de la civilisation, de la civilisation noire, pour la distinguer des autres civilisations. On cru bon de continuer à employer ces concepts de négroïde, de nègre, et c'était de bonne guerre. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons plus l'accepter. Il faut évoluer vers d'autres concepts. Alors, qu'est-ce qui distingue un noir d'un blanc? Pour parler plus simple, nous avons une peau sombre et celui qui nous fait le déshonneur d'être notre bourreau nous traite de peau noire, de nègre, de personnes négroïdes, pour dire qu'il nous a soumis à une certaine époque, il continue de nous soumettre. Nous avons interrogé. Mais ce qui fait notre peau noire, en biologie, on parle d'un pigment. D'un pigment. Et ce pigment-là, on l'appelle mélanine, qui protège notre peau. C'est ce qui fait que nous pouvons être protégés de certains cancers.
Et le pigment, en général, ce pigment-là, la mélanine, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à une hypothèse contraire, nous disons qu'il est lié au contexte naturel dans lequel nous vivons. C'est ce qui nous a donné cette peau noire. C'est vrai, à un certain moment, nous avons mis en doute cette théorie, disant qu'il y a certains noirs qui sont allés en France, qui sont allés chez les Blancs. Jusqu'à un certain moment, c'était le conflit entre créationnistes et évolutionnistes. Jusqu'à un certain moment, mais qui ne sont pas devenus blancs. Mais il ne s'agit pas d'une mutation spontanée. Il s'agit d'une mutation dans le temps où, à l'époque de la glaciation, nous avions un climat plus rude qui a fait muter Homo sapiens, qui avait déjà quitté l'Afrique pour l'Europe, aux confins de la Sibérie, dans la Russie actuelle, pour former ce qu'on appelle le peuple caucasien, même si aujourd'hui les scientifiques européens refutent cette hypothèse. Aussi, on nous dit que nos cheveux sont crépus. Quelle façon péjorative de qualifier un organe aussi important, aussi distinctif du noir que nous sommes, du peuple noir. Moi, je remarque une chose. La forme de cet organe chez le noir est de type spirale, un peu comme des hélices, un peu comme des escaliers, et qui se bouclent. Il y en a de très fins, il y en a de moins fins. Mais toujours est-il que nous avons une forme, un organe qui adopte une forme spirale. Donc une forme, moi je pourrais qualifier d'hélicoïdale. Donc de toutes ces qualités-là, nous pouvons en tirer quelque chose pour disqualifier tous ceux qui veulent maintenir l'Africain noir et les Noirs en général, l'Africain en particulier, dans une certaine soumission, dans une certaine dépréciation de sa vraie valeur pour mieux l'exploiter et pour empêcher que les populations noires à venir ne puissent porter la révolte du développement, la révolte de l'évolution. Que cette vidéo aille jusqu'en Europe, en Occident. D'ailleurs, Roger étant logé en Occident, je pense que son auditoire est aussi pour la plupart en Occident, aux États-Unis. Mais que cette vidéo aussi trouve écho auprès du professeur Ebenga, qui est pratiquement l'un des rares égyptologues vivants encore, tous les autres ayant été neutralisés. Alors, que cette vidéo aussi trouve un écho favorable auprès de l'UNESCO, parce qu'aujourd'hui, comme nous l'avons dit, ce monde est pratiquement maintenu dans un certain ordre par les Occidentaux qui ont créé des armes, dont le système des Nations Unies, qui dirige pratiquement tous les aspects de la vie au niveau des communautés
dans le monde entier. C'est-à-dire que le monde entier prend pratiquement une partie de ses ordres dans le système des Nations Unies, qui est un symbole, un grand symbole de la domination américaine, même si on parle de 5 grandes puissances qui font le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui ont un droit de veto. Les autres font partie, mais c'est des figurants. Il y a beaucoup de figurants, surtout les Africains, c'est des figurants. Donc, c'est les États-Unis qui tiennent la chose. Et même la France, l'Angleterre, et même aujourd'hui aussi la Chine et tout cela, et même la Russie, pour l'instant, à ce niveau-là, pour les sièges permanents dans le système des Nations Unies, ne font pas le poids encore, même si ils ont encore leur droit de veto. Alors, revenons au sujet. Puisque ce qui nous domine en apparence est la mélanine, je propose donc, en remplacement du concept de nègre qui est avilissant ou de négroïde, le concept plus qualifiant de mélanoïde. En remplacement aussi du concept de cheveux crépus, ce qui en apparence pourrait mieux nous qualifier, nous donner, nous restaurer notre valeur d'humain digne. Ce sont des cheveux hélicoïdes qui expriment bien ce que nous possédons en tant que noirs et ne plus employer les concepts tels que nègre, tels que être aux cheveux crépus. Cela, si nous sommes tous d'accord, nous portons le message très loin. Nous soutenons ce message, nous y gagnerons petit à petit. Nous contribuerons à sortir toute une communauté disqualifiée par des oppresseurs. Nous contribuerons, dis-je, à sortir cette communauté-là de son assujettissement, de son histoire d'esclave qui lui colle à la peau. Alors, la troisième question pour vous, hein, docteur, et cela nous amène à parler donc les thèmes donc de nerfs de maison, hein, que vous évoquiez. Donc, la question que nous posons, docteur, vous êtes très critique envers donc, une certaine élite africaine que vous qualifiez de nerfs de maison, qui prolongerait selon vous, hein, l'imagination, hein, l'imaginaire, j'allais dire, colonial. Est-ce que, est-ce à dire, hein, cher ami, que donc le racisme est aussi endogène? Comment, selon vous, se libérer donc de cette complicité, hein, j'allais dire, intérieure? Concernant cette troisième question, ou avant même d'aborder cette troisième question, j'aimerais dire, Roger, que ce n'est qu'un début. À partir de la collaboration que nous avons nouée maintenant, vous et moi, et puis, bien entendu, certains correspondants que je suis à partir de votre chaîne de télévision,
ce n'est qu'un début, disais-je, pour porter le message sur la question du racisme à partir des propositions que nous-mêmes, nous voudrions faire au niveau du système des Nations Unies par l'intermédiaire de l'UNESCO. Donc, nous disons que sur la question que tu me soumets, la question sur les nègres de maison. Les nègres de maison, il faut le dire, c'est un concept qui qualifie les nègres qui étaient intentionnellement sélectionnés pour travailler dans la maison ou dans les maisons des maîtres à l'époque de la traite négrière, quand nos frères, nos ancêtres ont été déportés aux Amériques à partir des Antilles. Donc, ce sont des nègres qui, à partir d'un signe distinctif, étaient sélectionnés pour travailler à l'intérieur des maisons. Ils n'en souffraient pas moins que ceux qui travaillaient dans les plantations, mais ils étaient plutôt au contact, au quotidien. Ils étaient au quotidien, au contact avec le maître. Ils étaient tout aussi soumis, ceux de la plantation étaient tout aussi soumis, même s'il y avait des révoltes ici et là. Mais le sujet que nous traitons, c'est la question du nègre de maison dans sa posture la plus honteuse, celle d'une soumission aveugle au maître. Il n'avait droit de réagir que d'obéir au maître. C'est ceux-là qu'on appelle les nègres de maison. Mais plus encore, en jetant un coup d'œil sur vos préoccupations, nous allons faire un lien entre les nègres de maison de cette époque-là, entre le 15e et le 19e siècle, dans les contrées du monde où ont été convoyés de force Manu Militari, nos ancêtres, les contrées occidentales en général. Alors, nous allons faire ce lien-là entre ce qualificatif de nègre de maison de cette époque avec un certain nombre de réalités chez nous ici. Et cette réalité, c'est que nous avons fait le constat depuis l'entrée des pays africains colonisés dans l'ère de l'indépendance entre guillemets, des personnes à la tête de nos pays qui agissent comme les nègres de maison. Ils n'ont pour qualité que d'obéir à l'ancien maître qui nous a colonisés. Et puis, il aide l'ancien maître à piller le peuple qu'il gouverne. Autrement dit, lui, il n'est que le relais entre l'ancien maître, devenu nouveau maître, et le peuple qu'on exploite. Il n'est qu'un figurant qui obéit aveuglement
à son maître, à celui qu'il n'a jamais, ou l'image qu'il n'a jamais quittée de lui-même en tant qu'esclave d'abord et colonisé ensuite. On les appelle aussi dans les hôtels. Vous voyez ceux qui nettoient après un passage dans un hôtel, qui nettoient après les valets, des laquais, des valets. Voilà. Aujourd'hui, il ne faut pas confondre ce que l'Ivoirien ou le corps, la catégorie d'ouvriers que les Ivoiriens appellent les boys ou les bonnes. Les boys ou les bonnes, même s'ils ne sont pas bien traités, sont payés pour le service rendu. Ils ne sont pas payés tel que la loi dans nos pays africains voudrait, mais au moins ils sont payés pour le service rendu. Et quand ils ne veulent plus d'un contrat, ils ont cette liberté de rompre le contrat. Mais le nègre de maison, lui, en plus d'avoir le qualificatif que nous venons de décrire, de boy, de bonne ou de valet, est un esclave, est un soumis presque éternel, si ce n'est la mort qui vient le délivrer. Et en lien avec certains dirigeants de l'Afrique noire et même dans le monde, ils sont en complicité avec les impérialistes, que ces impérialistes aient été leur maître direct ou indirect. Toujours est-il que aujourd'hui, c'est l'Occident qui perçoit les anciennes colonies comme des colonies encore sous domination. Voilà un peu décrit le personnage de nègre de maison. Voilà la deuxième étape pour se libérer. Et la troisième étape, c'est d'aller à la construction d'un modèle de gouvernance qui ne va plus laisser place au positionnement d'un valet à la tête de nos États. Aujourd'hui, je le dis haut et fort, j'ai une admiration profonde. Et ceux-là ont toute mon estime, ceux qui se distinguent par leur talent, qui se distinguent dans le monde par la compétence qu'ils ont fournie. J'ai été meurtri de voir que un certain Didier Drogba n'a pas pu accéder à la présidence de la FIFA, non pas parce qu'il était incompétent, mais parce qu'il était disqualifié par des manœuvres politiques. Je suis aujourd'hui peiné aussi par le fait que un certain Tidiane Thiam, qui a fait toutes ses preuves en dehors de l'Afrique,
qui a fait toutes ses preuves au-dedans de l'Afrique à travers son pays natal et au dehors ou en dehors de l'Afrique, aujourd'hui, soit aussi vilipendé en Côte d'Ivoire en tant que Ivoirien pour des questions de politique qui sont des questions normalement qui ne devraient pas conduire à une situation aussi malsaine. Mais aujourd'hui, force est de constater que ces talents sont cachés. Qu'en sera-t-il d'un Yaya Touré, d'un Kolo Touré, tous ces talents qui, voyant, j'en suis sûr, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, refusent, je ne mettrai même pas au futur, puisqu'ils ne viennent pas y exercer. Ils exercent en dehors de la Côte d'Ivoire. C'est quand même assez malheureux. Donc, aujourd'hui, nous devons élaborer un code de gouvernance qui va nous permettre d'établir les critères de gouvernance en Côte d'Ivoire et qui vont permettre d'élaborer une idéologie ou un ensemble d'idéologies qui ne s'apparenterait pas ou plus à celle connue qui parle de parti de droite, parti de gauche ou parti centriste. Nous avons nous-mêmes nos valeurs, des valeurs endogènes sur lesquelles nous pouvons baser toute notre méthodologie, tous les procédés pour en ressortir quelque chose qui définit notre profil politique. Ce code de gouvernance, dès que nous serons dans une certaine stabilité politique en Côte d'Ivoire, il faudrait le définir. Il faudrait aussi l'intégrer de façon sommaire dans la constitution ivoirienne qui elle-même a besoin d'être revisitée. Voici un peu quelques solutions que je voudrais donner d'entrée et qui pourraient s'approfondir ensemble. Alors, la quatrième et la dernière question, docteur, peut-on parler donc d'indépendance réelle dans ces conditions? Donc, la question, afin donc de vous, afin vous affirmer hein, que casser donc l'image donc de la France est donc un préalable à la restauration donc de l'image noire. Êtes-vous en train donc de dire que l'Afrique et la Côte d'Ivoire en particulier ne sont pas vraiment indépendantes? Que faudrait-il faire pour en finir avec l'ingérence, selon vous? Roger, nous en sommes à la dernière question, à savoir, sommes-nous réellement indépendants? Et je proposais dans le texte qui t'a été envoyé très tôt ce matin, je te proposais de casser l'image de la France si nous voulons, dans un avenir proche, se sortir de ce bourbier dans lequel nous sommes. Quelle indépendance pour l'Afrique noire en général et quelle indépendance pour la Côte d'Ivoire en particulier? Il n'y a d'indépendance que le mot
qui semble traduire une sorte d'autonomie, d'autodétermination du peuple que nous sommes, de l'Africain que nous sommes, de l'Ivoirien que nous sommes. Mais dans les faits, cette indépendance n'est pas totale. Il y a l'indépendance parce que nous vivons encore sur notre territoire, sur nos terres, la terre de nos ancêtres. Mais sinon, quand vous regardez au niveau, par exemple, si nous organisons un peu le raisonnement au niveau politique, nous adoptons un régime qui ne nous appartient pas, la démocratie, et nous l'illustrons mal. Nous n'avons pas encore, je le disais dans une intervention précédente, atteint la vitesse de croisière telle que la démocratie initialement venant de la Grèce antique, qui était de l'ordre parlementaire, mais qui, par ses dérivés au niveau du monde, est devenu meilleur en Amérique, meilleur pour la plupart dans les pays de l'Europe, meilleur dans certains pays africains tels que le Sénégal, aujourd'hui le Ghana, et cité dernièrement en exemple aussi le Libéria, où des alternances ont été observées, des alternances pacifiques, il faut le préciser, c'est très important, ont été observées. Mais en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas encore atteint ce point. Quelle indépendance? Au niveau économique, nous sommes réduits pour toute l'Afrique, sauf l'Afrique du Sud et peut-être l'Afrique blanche. Mais pour la majorité des États, nous sommes réduits à la consommation, à consommer ce qui nous vient de l'Occident, principalement en Côte d'Ivoire, de l'Union européenne, des États-Unis. Nous ne transformons rien. Pourquoi? Parce que il y a des accords coloniaux qui sous-tendent tous les rapports des colonies, des anciennes colonies, à la métropole, comme on l'appelait à l'époque, mais à l'ancien colonisateur. Il y a des accords. Ça nous permet de rebondir sur l'aspect linguistique. On parle français, pourtant, ce n'est pas nos langues maternelles. On a nos langues maternelles. Ça nous permet de rebondir au niveau de l'éducation. Nous avons certes des écoles construites sur nos sols, mais toutes les inventions cognitives, l'invention du champ de connaissances que nous enseignons est donnée par le colon. Quand nous changeons quelque chose en France, ça se répercute sur le contenu de ce qui est enseigné en Côte d'Ivoire, c'est connu. En France, ça se répercute sur le contenu de ce qui est enseigné en Côte d'Ivoire, c'est connu. Donc, quand nous allons de la politique à l'éducation,
en passant par l'économie et la linguistique, il ne nous reste plus que la santé. Mais aujourd'hui, à part les États-Unis qui peuvent se permettre de dire nous rompons tout contrat avec l'ONU, qui d'autre peut se permettre de le dire? Encore moins nous les Africains. Le système des Nations Unies a en son sein tout le commandement venant des pays les plus puissants, avec à leur tête les États-Unis. Aujourd'hui, l'OMS, au niveau de la santé, contrôle tout. Et pourtant, les plantes médicinales, non seulement sont encore d'actualité en Afrique, pour la plupart viennent de l'Afrique pour aller être transformées en Occident, en Asie, en Russie. Et on nous les ramène dans des officines et on nous oblige à nous soigner avec, naturellement en s'acquittant de quelque chose qui, pour la plupart, est hors de prix pour notre pouvoir d'achat ici. On ne nous permet pas d'en fabriquer sur place. Et ça nous permet de revisiter aussi cette économie, puisque aujourd'hui il y a une économie de la santé. De revisiter cette économie pour dire que la plupart des industries, des unités de transformation, des grandes entreprises fournisseuses de services appartiennent à des expatriés, à des non-ivoiriens. J'ai entendu dire que c'était de la faute de l'Ivoirien si, en partie, si il est sous-développé. On est à une époque où on ne peut plus parler de néocolonialisme, où on ne peut plus parler de soumission, d'ordre venant du colonisateur, soit, mais de la bouche de Jacques Chirac lui-même, en 2003, qui disait que, les vidéos existent sur la toile, qui disait que toute la richesse de la France, de l'Europe en général, venait de l'Afrique. On a des cas aujourd'hui exposés aux yeux de tous, avec le Niger, l'un des plus grands producteurs de l'uranium, qui n'avait pas lui-même de l'électricité, l'uranium pourtant qui servait à fournir, à produire de l'électricité en France. Et c'est la France qui exploitait cet uranium-là depuis les années peut-être 50 jusqu'à dernièrement où ils ont dû renverser la situation. On a plusieurs cas comme ça. On a le président Idriss Déby, son dernier discours qui lui a valu d'être éliminé. Ce discours se trouve aussi sur la toile, qui parlait de l'exploitation abusive et continue des pays africains, surtout les Africains noirs. Mais il y a aussi, parce que si nous voulons rentrer dans ces détails,
nous n'allons pas peut-être nous en sortir, mais tout ça existe sur la toile. Mais il y a aussi certaines dispositions qu'on peut évoquer ici, telles que, regardez par exemple, quand on parle de sommet Afrique, quelque chose, mais il y a aussi certaines dispositions qu'on peut évoquer ici, telles que, regardez par exemple, quand on parle de sommet Afrique, États-Unis, Afrique, France, Afrique, Chine, Afrique, Russie. Pour les gens qui veulent investir en Afrique, ce sont les présidents africains qui se déplacent vers eux sur invitation de façon officielle, mais de façon officieuse sur convocation. Quelle liberté voudrez-vous avoir dans ce cas? Quelle indépendance sommes-nous en train de parler? Regardez la posture des présidents africains face aux autres présidents qui, en général, sont des présidents blancs. Regardez la posture. Donc, déjà, au niveau mental, ce qui a été intériorisé, c'est cette infériorité intériorisée par la plupart des populations noires, mais plus encore par ceux qui accèdent au pouvoir et qui démontrent chaque jour que nous n'avons pas encore acquis l'indépendance de nos États. Voilà un peu la situation à laquelle nous sommes confrontés et qui est perceptible. Et donc, si nous récapitulons, nous savons aujourd'hui qu'il y a des accords coloniaux. La langue parlée, par exemple, fait partie des accords coloniaux. C'est un des accords. L'ouverture des marchés et le choix du client, le choix privilégié de l'ancien colonisateur, surtout dans nos pays francophones, le choix privilégié de cet ancien colonisateur nous fait dire que nous ne sommes pas encore indépendants. Les armées implantées sur le territoire des anciennes colonies nous fait dire que nous ne sommes pas encore indépendants. Quoique, aujourd'hui, il y a une sorte de nouveau vent qui souffle et que même les pays où la révolution n'a pas encore été possible en dehors de l'AES, on demande à l'armée française de partir et elle accepte de partir. Mais est-ce qu'elle a vraiment quitté nos territoires? Là aussi, c'est là aussi la grande question. Et même au niveau militaire, parlons-en, l'achat des armes, nous n'en fabriquons pas des armes. Alors que, à l'origine, plus récemment ici, nous avons Samori Touré. Samori Touré qui, dans sa phase de résistance, de révolte même, contre le colon blanc, arrivait à fabriquer des armes.
Nous avons toute cette technologie. L'Afrique n'est pas bête. L'Afrique a bâti la plus grande civilisation. Et toutes ces langues que nous parlons aujourd'hui en Afrique ont une seule origine. Et même jusqu'à des langues parlées par des Européens, comme le latin, dite langue morte, a une seule origine. Cette origine-là on peut la situer à l'époque des dynasties pharaoniques. Et on en veut pour preuve l'écriture, l'hiéroglyphe, l'écriture sacrée et le démotique, l'hiératique, ces écritures adoptées par le peuple à l'époque dans les différentes transactions des dynasties pharaoniques. Et on en veut pour preuve l'écriture, l'hiéroglyphe, l'écriture sacrée et le démotique, l'hiératique, ces écritures adoptées par le peuple à l'époque dans les différentes transactions, dans les différentes activités. Écritures qui ont donné naissance à l'arabe, qui ont donné naissance à l'écriture dite occidentale, et dont on peut retrouver des traces sur des papyrus qui sont consignés dans des bibliothèques en Russie, en France, aux États-Unis, un peu partout. Toutes les sciences sont nées en Afrique. Les mathématiques, la comptabilité, la médecine, toutes ces sciences, pour ne citer que celles-là, sont nées en Afrique ici, ont été conçues par des Noirs qui ont enseigné Pythagore, Thalès, et même Hérodote est passé par l'Afrique. Il en parle. Nous ne sommes pas bêtes. Si nous voulons gagner notre indépendance définitive, il faudra mener la révolution à la fois politique, économique, linguistique. En conclusion, merci beaucoup, Dr Tano, pour cette parole libre et courageuse. Vos réflexions nous interpellent et nous invitent à penser l'avenir, non pas avec donc, des chaînes héritées, mais avec des mots reconstruits et des regards lucides. Le combat entre le racisme commence aussi par la reconquête de notre vocabulaire, de notre dignité et de notre souveraineté. Encore une fois, merci et rendez-vous pour une autre mission une autre fois. Portez-vous bien. Au revoir.